Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes un tout petit peu en avance, voire même pas mal en avance ce soir, mais le programme reste chargé. 20e édition du Salon francophone du livre, 4e plateau de MTV en direct du Biel pour le couvrir et vous relater certaines des activités qui ont lieu au quotidien. Mais surtout, et au-delà de toute information, une invitation au voyage dans le bonheur de la culture, un voyage à l'instar de celui de Céline ou Baudelaire, à titre d'exemple, que vous pouvez vous apprivoiser à votre guise. Alors, grande nouvelle du jour, bien entendu, on ne peut pas être là sans parler du prix Renaudot qui est allé à Yann Moix pour Naissance, un roman qui mêle le tragique au burlesque, et le Goncourt à Pierre Lemaitre pour Au revoir là-haut, sa fresque historique de 600 pages. Et tout de suite, ne ratez pas. Ne ratez pas demain à 16 h une rencontre à la tribune étudiante avec Mathias Sénard. À 18 h, la conférence Culture numérique fait-elle bouger les liens avec Milette Douaihi et Henri Laurent. À 18 h, la rencontre avec Douglas Kennedy à l'Agora. Et à 19 h, la conférence Destin meurtri avec Mathias Sénard, Jérôme Ferrari et Jabour Douaihi. Mais tout de suite, le titre du jour, l'invité du jour, Douglas Kennedy. Douglas Kennedy, ou Douglas Kennedy, comme vous préférez, puisque vous êtes parfaitement bilingue. On verra. On verra ça tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ravi de vous Douglas Marsh. Douglas Marsh, bon, on va voir. Alors, vous êtes journaliste et romancier américain et considéré... J'étais journaliste. Oui, bien sûr, oui. À une époque. On l'est toujours. Quand on est journaliste, on l'est pour la vie. Tout à fait. Dans l'âme. Tolstoï a dit que le journalisme, c'est comme un bordel. Et si on est un client, on revient de temps en temps. Absolument, voilà. Et je suis d'accord. Alors, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs auteurs contemporains de votre génération. C'est en 1994 que paraît votre premier roman Cul-de-sac, mais c'est avec L'homme qui voulait vivre sa vie que vous allez acquérir une réputation internationale. Dès lors, vous enchaînez les réussites, les best-sellers, traduits bien entendu en plusieurs langues. 5 jours. Ça, c'est votre dernier roman. 5 jours, c'est le livre qu'on aurait tous voulu écrire, qu'on veut tous lire, et l'histoire qu'on veut tous vivre. La fulgurance de l'amour qui sera rattrapée par les contingences. 5 jours, c'est cette rencontre entre Laura et Richard, mariés chacun de son côté. Laura avec Dan, qui lui a perdu son emploi et broie du noir, et Richard avec Muriel, qui elle a du mal avec les sentiments. Alors clairement pas heureux en couple, ils ont tous deux chacun de son côté un fils au parcours compliqué. Alors une rencontre qui va bouleverser leurs deux existences. Bon, arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Non, en fait, je me souviens très bien de l'histoire, oui. Ah, d'accord, c'est bien. Bizarrement. Une rencontre qui va bouleverser leurs deux existences, une sorte de seconde chance avec le bonheur, à un âge où on sait mieux le cerner, mieux l'apprécier, et dont on sait qu'il ne se représentera pas forcément. Alors, le bonheur pour le lecteur arrive, allez, on va être large, au bout de 10 pages. Impossible de lâcher le livre qui, je pense, fait l'effet que vous escomptiez en nous tirant du quotidien pour nous redonner la dimension de l'espoir. L'art du possible, comme vous dites. Oui. Le truc avec 5 jours, j'ai écrit ce roman 3 ans après mon divorce. Et c'était un moment, franchement, quand j'ai trouvé un bonheur personnel, un soulagement. Et j'ai commencé à réfléchir pourquoi on reste ou on va quitter un mariage. Et un mariage raté, d'après mon expérience, c'est comme le syndrome Stockholm. C'est très difficile de partir. Mais aussi, dans tous mes romans, je pose beaucoup de questions au sujet de la vie contemporaine. Peut-être ça c'est une des raisons pour lesquelles que j'ai un lectorat immense. Aussi parce que tout le monde adore des cauchemars des autres. Ici, la question primordiale, c'est un verbe et c'est le verbe le plus difficile à suivre. Changer. Est-ce que c'est possible de changer? Et ça c'est un verbe qui est aussi une lutte pour beaucoup d'entre nous. Franchement, j'imagine que c'est difficile de vivre une vie sans ce verbe.
Et sans cette question primordiale, est-ce que c'est possible de changer? Voilà, et ça On va voir ça dans le livre. Oui, oui. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles que 5 jours, c'est comme un miroir. Tout le monde m'a dit Est-ce ça. que ça a été un miroir pour vous, vous qui avez été marié 25 ans, vous avez écrit ce livre après votre séparation? Après mon divorce. Et franchement, un mariage qui va terminer après 25 ans, même si c'était mon choix, honnêtement, c'est un échec. Et on a eu beaucoup de réflexions au sujet de ça. En même temps, je n'ai jamais écrit dans ma vie un roman à clé. Donc, Laura, elle est manipulatrice radiographique dans un hôpital. Ouais, tout à coup, elle ne supporte plus les émotions du quotidien. Tout à fait. Mais ça, c'est le truc avec mes romans. J'en vante toutes. Mais derrière de ça, oui, il y a beaucoup de choses personnelles parce que c'est chez moi. J'ai des thèmes constants. Surtout, et ça c'est partout dans 5 jours, pourquoi on crée sa propre prison? Ça c'est partout dans la vie. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à la fin du livre? Absolument pas. Je m'en doutais un tout petit peu. Je ne suis pas de psy. Franchement, ma deuxième femme, elle est psychoanalyste. C'était une lectrice avant et elle m'a dit j'ai une dimension très, psychologiquement très dense dans mes romans. Parce que pour moi, peut-être un de mes thèmes aussi, et pourquoi le plus grand défi dans la vie, c'est soi-même. C'est toujours soi-même. Et aussi, s'il y a la possibilité de bonheur, pourquoi on reste dans un milieu, peut-être un mariage raté ou malheur? Je n'ai pas de réponse. Non, vous n'avez pas la réponse, vous ne la fournissez pas non plus dans le livre, ça c'est juste. 5 jours, c'est aussi le bonheur conjugal, ou plutôt son absence. Alors dans votre livre, vous parlez de couple raisonnablement assorti. J'ai adoré la formule. Un couple, et c'est une des questions du livre, peut-il perdurer s'il n'est pas raisonnablement assorti? Oui, mais sorti, ça c'est immense. Vous avez dit oui, je vous interromps, on fait une pause publicitaire, mais on revient là-dessus bien plus. Oui, la question de rester ou partir. Douglas Kennedy, gardez la question en mémoire. Okay. On va faire une pause publicitaire et on reprend la question. Et nous revoilà en direct du Biel en compagnie de Douglas Kennedy. On parlait de 5 jours, son dernier roman. Alors, Douglas Kennedy, je reprends ma question parce qu'elle a été peut-être oubliée par les téléspectateurs. Je disais que, et peut-être par vous aussi. Alors, je disais que 5 jours. De ça. Vous êtes un peu fatigué quand même. Vous avez fait quelques heures d'avion. Bon, 5 jours, c'est aussi ce bonheur conjugal, je disais, ou plutôt son absence. Alors, dans votre livre, vous parlez de couple raisonnablement assorti. Un couple, et c'est une des questions du livre, peut-il perdurer s'il n'est pas raisonnablement assorti? Oui, la vérité. Vous avez dit oui, timidement? J'ai pas entendu, là. Oui, timidement. Il faudrait rapprocher votre micro quand même qu'on vous entende. Rester ou sortir, ça c'est une question primordiale derrière de beaucoup de mariages. Il faut regarder le taux de divorce maintenant. Je ne sais pas si c'est la même chose au Liban, mais ça croît assez vite. Oui, mais c'est presque 50%. Ouais. Aux États-Unis et en Europe. Vous avez donc la réponse au livre, c'est ça que vous me dites? Oui, non, mais je n'ai pas de réponse. Il y a beaucoup de psy populaires qui peuvent se charger de la réponse. Avec des réponses. Et des prêtres, des types comme ça avec des réponses. Je suis romancier et j'ai beaucoup de questions. Alors, est-ce que vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre? Quand vous me dites je suis romancier, j'ai beaucoup de questions. La vérité, c'est mon 14e livre, oui. mon 11e roman. Chaque roman est un défi pour moi, avec des propres problèmes. Mais là, c'est peut-être un roman un peu plus intimiste pour vous? Et ça, c'est peut-être le roman le plus intimiste pour moi. Et donc, ça, c'était aussi un défi. Dans mon œuvre, il n'y a pas un roman
de Douglas Kennedy qui est comme des autres. Je change tout le temps. J'avais écrit des polars. C'est comme ça que vous fidélisez vos lecteurs? Tout à fait. Mais vous ne les lassez jamais. Mais la vérité, chez moi, j'ai un style très accessible en termes des pages. Et même si c'est une histoire d'amour, il y a du suspense dans 5 jours. En même temps, c'est un roman philosophique où le sujet est le bonheur et la question. Grand sujet, le bonheur. Le grand sujet. Et une grande quête éternelle de l'homme. Et pourquoi on rate le bonheur la plupart du temps aussi. Et personne peut dire oh, je n'ai jamais raté le bonheur. Personne. Oui. Si quelqu'un m'a dit ça, je pense menteur. C'est quand quelqu'un m'a dit oh, j'ai un mariage idéal, j'adore ma femme, je pense oui, et en privé, il y a des autres choses. Le truc est toujours dans la vie, il y a le vernis et puis des choses à côté ou sous le vernis. Et ça m'intéresse. Mais aussi, honnêtement, je pense que avec 5 jours, parce que c'est un portrait très réaliste d'un mariage raté et aussi du dilemme d'une femme, la quarantaine. Franchement, en fait, son mariage est plein. Ses enfants sont plus âgés, son fils est à l'université. C'est une autre étape de vie en général, c'est Tout ça. à fait, oui. C'est à ce moment-là qu'on se pose certaines questions. Oui. Et dans sa vie professionnelle, elle est manipulatrice radiographique, donc elle voit des cancers des autres tous les jours. Donc elle fait face à la mortalité tous les jours. Mais dans sa propre vie, il y a un autre cancer, le désespoir. Et ça, c'est un cancer très, très, très connu. Bon, on va aller un peu vite pour mes dernières questions. Alors 5 jours, c'est cet élan de passion qui va habiter ces deux êtres, cet élan du changement possible, en fait du pouvoir qu'a l'homme d'orienter son destin. Et puis, de votre plume assassine, vous me permettrez l'expression, vous enterrez au milieu du livre l'espoir. On s'en retrouve totalement déboussolé, nous, lecteurs. On ne peut pas vivre sans espoir, mais le problème, Sartre a dit l'enfer c'est des autres. Et un espoir, on peut avoir un espoir singulier, mais si ce n'est pas partagé par quelqu'un d'autre, voilà, en fait, on a un désespoir. Et en même temps, pour Laura, en fait, le roman c'est un voyage personnel. Et la structure du roman, c'est 5 jours, mais une séquence un peu différente. Et il y a une surprise à la fin. Et aussi, c'est franchement son progrès, personnellement, parce que au début du roman, elle pense, je ne veux pas partir, quel est l'avenir ici? Et à la fin, vous verrez. Bien sûr. On entre tous dans des schémas de vie qui souvent excluent la passion et donc hésitent à en sortir par crainte du changement, ce qui rejoint un peu ce que vous dites, et je vous cite, « Des vies entières se définissent sur la base d'un besoin éperdu de certitude. Peut-on réellement orienter le cours de sa vie ?» Tout à fait, mais la certitude, quelle est la certitude? En fait, j'ai peur des types avec la certitude. Je pense que j'ai dit récemment au sujet de la religion, en fait, je suis très agnostique. Ce n'est pas comme je pense que peut-être il y aura un paradis après, mais je serais très content de porter un t-shirt avec 2 mots, aucune idée. Et franchement, quand j'écris, je pense que je comprends des dilemmes quotidiens. Et aussi, mon sujet est franchement des inquiétudes modernes. Mais aussi avec des recettes pour vivre ou changer la recette, je ne sais pas, je ne l'ai pas tout à fait trouvée parce que j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de me dire que accéder au bonheur est finalement terrifiant. Oui, mais ça, ce n'est pas une recette, ça, c'est peut-être un conseil. Et la vérité est, honnêtement, on peut vous... Ça, c'est un des aspects du roman. Voici entre Laura et Richard l'opportunité pour le bonheur. Mais le bonheur, franchement, tout le monde a peur du bonheur, d'après mon expérience aussi. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de bonheur à vous recevoir. J'aurais eu encore 10 questions à vous poser. Désolé. Mais nous devons abréger. Oui. Merci beaucoup Douglas Kennedy. Un grand plaisir pour moi. Et à la prochaine. À la prochaine, j'espère. Et nous allons recevoir tout à l'heure Lina Zahour.
aujourd'hui, dans la fureur et le bruit, on se reconnaît. Lina Zahour, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avocate au barreau de Beyrouth, mais aussi chercheuse, consultante, spécialiste du discours. Vous avez signé à l'occasion de ce salon Moi et la loi, édité par Antoine. Alors, le livre, Moi et la loi, je le montre parce qu'il est illustré. On va tout de suite comprendre qu'il est illustré et très simple à lire. Donc, je parlais donc de Moi et la loi, Voilà. qui bien entendu... C'est un guide juridique qui a pris le pari de vulgariser les lois libanaises. Alors justement, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Et de nombreux Libanais vivent en marge de la loi parce qu'elle n'est pas toujours appliquée, pas toujours connue, et d'autres ne réclament pas leurs droits parce qu'ils les ignorent en fait. Ce guide juridique illustré qui vulgarise les lois, est-ce que ça donne forcément plus envie de les connaître ? Bien sûr, parce que déjà, j'ai fait un guide qui accompagne le citoyen libanais depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, toutes les situations par lesquelles il va passer, il y a une loi qui le régit forcément. Il n'en est peut-être pas au courant. Pour le coup, il va savoir sous quelle loi tombe sa vie, tombent les événements de sa vie. Il va comprendre qu'il y a une loi qui existe malgré tout, même s'il pense qu'au Liban, on n'applique pas la loi, au fait, elles sont appliquées. C'est surtout un guide qui s'adresse à tous les citoyens, donc quelle que soit leur religion. C'est un guide du citoyen libanais. Il ne différencie pas, il essaye de rassembler, de dire comment la loi peut être pareille pour tout le monde. Voilà, c'est ça qui est le plus important en fait. Alors, si vous l'avez simplifié comme ça, c'était peut-être pour rendre cette matière, qui est cette matière juridique, un peu moins aride et plus accessible à tous. D'ailleurs, c'est très simple, posez ce livre sur une table, j'ai fait le test, et ça ne m'étonnerait pas qu'il attise toutes les curiosités. Alors, c'est un guide des lois du civil et pénal, je précise, mais pas des tribunaux religieux qui, eux, régissent les vies personnelles. Comme j'ai bien dit, ce livre renvoie, là où la loi libanaise qui est promulguée par l'État renvoie vers les lois religieuses, ce livre renvoie. Il ne traite que les lois qui sont du ressort des tribunaux judiciaires étatiques. Donc voilà, le citoyen. Donc là où il y a des mariages religieux, on ne le traite pas, on traite du mariage civil, dans quelles conditions il est reconnu au Liban, etc. Aussi, les lois des successions, il essaye d'atténuer les souffrances des familles mixtes, par exemple. Il dit comment on peut transmettre son argent dans les familles libanaises mixtes, etc. Il essaye de pallier à tous les problèmes auxquels le citoyen libanais va être confronté dans sa vie de tous les jours. Alors, tout y passe, comme nous le disions, de la naissance à la mort. C'est aussi en permettant aux gens de connaître la loi, c'est un moyen pour eux de faire valoir leurs revendications quelque part. Est-ce que ça fait partie du schéma que vous aviez en tête ? Oui, j'avais en tête au fait de distiller une culture de la légalité, parce que le Libanais, dès qu'il n'est pas au Liban, il voit dans un pays étranger quelles sont les lois, il s'applique à les appliquer. Et dès qu'il revient chez lui, il s'applique à les ignorer, les lois. Donc c'est un peu, une fois que ce livre sera à la maison, il sera comme un livre de chevet, comme un livre de recettes. Les Libanais vont se rappeler que non, nous avons des lois nous aussi, et peut-être qu'il ne tient qu'à nous de les appliquer et donc de faire en sorte qu'il y ait moins de corruption et de voilà. Lina Zahour, rapidement, quelle serait une des lois les plus méconnues ? Ah, vous demandez à une avocate qui connaît les lois. Qui voit venir des clients quand même, avec des interrogations. Une des lois, je pense que si on va aller vers ma vie familiale, ma vie sexuelle, parce que ça se distribue par ma vie commerciale, ma vie familiale, ma vie à la maison, ma vie sexuelle, ma vie, voilà. Je pense que les lois qui régissent l'humain, la vie familiale, la vie privée, elles sont souvent méconnues. On va être étonné en découvrant ce que disent les lois au Liban, en fait. Lina Zahour, merci beaucoup. Et on va retrouver une de nos libraires fétiches. Malika Lahoud, bonsoir. Alors, j'avais l'habitude de vous inviter sur un plateau qui couvre le salon du livre parce que j'estime que pour acheter un livre, souvent c'est au libraire qu'on s'adresse en disant mais qu'est-ce que tu me recommandes? Et alors si le libraire sait vendre son livre, c'est magnifique. Ce n'est pas toujours le cas et pour vous, ça l'est. Alors je vous ai laissé libre cours aujourd'hui, je vous ai dit rapportez le livre que vous voulez et vendez-le moi. Voilà, alors ce soir j'ai choisi un livre
qui était jusqu'ici inconnu du grand public, surtout l'auteur, puisque c'est un premier roman. Moi, j'aime bien dénicher comme ça des nouveautés. Et c'est aussi un livre drôle, un roman qui amuse parce que on a envie un peu de rigoler, de s'amuser. Donc Alors, c'est- lire pour rire, on lit souvent Voilà. pour s'instruire, mais là, c'est pour lire Ça, en lire l'occurrence. pour rire, pour s'amuser, pour passer du bon temps, lire vraiment pour s'évader. Alors c'est l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans C'est une armoire génial Ikea. comme titre. Extraordinaire déjà- voyage du fakir qui était resté coincé, Resté coincé dans une armoire Ikea. Ikea en plus. Donc vraiment le titre en dit long et effectivement c'est hilarant. C'est l'histoire, bon je vais le dire rapidement, c'est l'histoire d'un fakir qui débarque, d'un Indien qui débarque à Paris avec il a rien sur lui à part un faux billet de 100 €. Il arnaque un taxi et donc le premier mot qu'il prononce en arrivant à Paris, c'est un mot suédois, c'est Ikea, donc la fameuse chaîne qu'on connaît. Et donc son rêve a toujours été d'aller chez Ikea, voir tous ces meubles et tout, et s'amuser dans ce magasin. Donc il prend un taxi et le voilà qui arrive chez Ikea. Et là-dessus, il va lui arriver toutes sortes d'aventures rocambolesques, hilarantes. Il va se retrouver justement coincé dans une armoire. Et bon, je n'en dis pas plus. Donc c'est vraiment un livre drôle, un livre qui amuse. On le lit bon comme ça, en étant allongé devant à la plage. Enfin voilà. Malika Donc, Lahoud, voilà. adjugée. D'accord, donc je vous ai Merci convaincu. beaucoup. À la prochaine sur La ce prochaine plateau. fois. Merci aux téléspectateurs et à demain. Au revoir. On se connaît depuis la rue des écoles. On a grandi, on a goûté les alcools. Aujourd'hui, dans la fureur et le bruit, on se reconnaît. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous.